Séparé du continent africain par un étroit chenal au large des côtes kenyanes, l'archipel de Lamu s'étend juste sous l'équateur. Accrochés aux îles et archipels et dans une moindre mesure aux cités du continent, les États marchands swahili vivent du commerce de l'océan Indien, rayonnant également sur l'autre côté du canal du Mozambique, aux Comores et à Madagascar. Lorsque l'on arrive ici, c'est en bateau. Le port de la ville est un havre naturel qui fut un point d'échange important pour le trafic de l'ivoire et des esclaves. Au IXe siècle, de nombreux navires marchands musulmans fréquentent la côte des Tsanj, les Noirs, où se développe progressivement la civilisation swahili sur les rivages de l'Afrique orientale. Swahili désigne les habitants des régions côtières. C'est au XIIe siècle que les États musulmans s'implantent sur la côte et dans les îles, sous l'impulsion des Shirazis, des Perses et des Arabes sunnites, venus à partir des côtes de l'Arabie. Un trait caractéristique de la société swahili est le métissage, qui va permettre aux colons Shirazis de constituer l'aristocratie de la côte. Ils entretiennent surtout des relations avec le monde musulman classique, l'Inde et la Chine. Les comptoirs musulmans les plus brillants sont Kilwa, en Tanzanie, Pemba, Gedi, Mogadiscio et Lamu, qui demeure encore aujourd'hui le principal centre régional d'études musulmanes. L'apogée de ces cités se situe au XIVe et XVe siècle. Elles sont dirigées selon le modèle musulman classique, même si la religion reste marquée par des emprunts musulmans locaux. Le métissage est-oriental, sous la bannière de l'islam, fait naître une langue spécifique, le swahili, écrit en caractère arabe sur une base grammaticale bantoue, avec plus de 40% d'emprunts lexico-arabes et partiellement persans. À Lamu, les femmes de l'aristocratie et de la bourgeoisie, vivant dans des maisons en pierre où l'intimité est bien préservée, sortent peu. Leurs seuls déplacements sont pour rendre visite à leurs amis ou à leur famille et pour participer au mariage ou aux funérailles. Ces femmes, quel que soit leur âge, effectuent leur sortie complètement dissimulée sous le voile, souvent à la faveur de la nuit, toujours en petits groupes et hors des grands axes de passage. Chaque porte est unique. Les clous de cuivre ciselés viennent parachever ces portes, dont les plus anciennes sont exposées dans les musées nationaux à la gloire de la civilisation swahili. Les portes sont sculptées de fleurs qui entourent des versets du Coran, choisis par le propriétaire comme une protection divine, mais aussi pour affirmer la personnalité de la demeure. Les meubles et les portes sont aujourd'hui sculptés dans du teck pour être vendus sur le continent. Depuis l'implantation de l'islam au XIe siècle, les artisans ont subi son influence. Le Maulidi draine chaque année des milliers de personnes. Le terme Maulid désigne à la fois le temps, le lieu et la fête commémorative de quelqu'un. Il a été tout spécialement appliqué à Mahomet, dont il célèbre la naissance. Les fleurs de jasmin, les danses traditionnelles, les divertissements, les poèmes dédiés aux prophètes
caractérisent cette fête qui se déroule chaque année entre juillet et septembre. La moue passe de 12 000 à 60 000 habitants pendant les festivités. Certains représentants officiels de la communauté islamique viennent participer au Moulidi. La fête attire dans la ville de la moue tous les musulmans des îles voisines, et même de Somalie et du Yémen. Fête tardive, elle fut créée plusieurs siècles après la mort du prophète. Le rituel de la Canne est emblématique de l'île de Pathé et n'a rien à voir avec le Maulidi. La Canne est un signe distinctif. Du fait qu'elle n'a pas été réglée par la tradition, cette fête revêt plutôt le caractère d'une solennité civile. Les femmes sont exclues de la vie religieuse normale qui reste un domaine masculin. Elles ne sont pas admises dans les mosquées et elles ne possèdent pas d'endroit pour des activités religieuses régulières. La participation des femmes aux grandes fêtes est d'autre part généralement limitée à la maison. Ainsi, pendant le ramadan, à la fatigue du jeûne, vient s'ajouter un surcroît de travail pour préparer la nourriture alors plus abondante. Et pendant le Maulidi, elles doivent recevoir les parents et les amis venus nombreux pour cette occasion exceptionnelle. Le rituel du sabre, que l'on retrouve dans beaucoup de pays musulmans, est surtout un reste des combats qui permettaient de juger de la bravoure. Il s'inscrit dans la fête, mais n'est pas spécifique au Maulidi. Le soir venu, les pèlerins se rendent à la mosquée de Riyada pour écouter les sermons que prodiguait le prophète. Le jour de Maulidi joue également un rôle dans la vénération d'autres saints islamiques. Le but de ces réunions publiques consiste non seulement à faire revivre les enseignements du prophète, mais également à manifester la solidarité islamique. L'offrande de billets lors de fêtes religieuses est une manière de mettre à l'honneur, comme ici, le chef spirituel chargé de guider la prière.
Après le sermon relatant la parole du prophète, les hommes entament les poèmes et les chants à sa mémoire. Les doves, sortes de voiliers, servent de moyens de transport et pour la pêche. Les courses de doves vont désigner l'équipage de l'année. Elles se déroulent près de la jetée. Ce jour-là, l'équipage de l'île de Pemba, au drapeau bleu, mit fin à la suprématie de la moue. L'arrivée des courses est l'occasion de fêtes. Toutes ces manifestations sont plus du domaine social et culturel que religieux. Le prophète lui-même avait demandé que les étapes de sa vie ne soient pas fêtées. D'ailleurs, dans certains pays plus orthodoxes, on ne fête pas le Maulidi. Quelques entreprises familiales de l'île conservent le même type de construction navale depuis des siècles. Le travail se fait sur commande. L'acheteur fournit le bois et les artisans réalisent l'ouvrage. La mangrove qui entoure l'île a permis l'exploitation du bois de palétuvier, très recherché pour la fabrication de ces voiliers. Très résistant et surtout imputrescible, il forme généralement la charpente. Le mangati, bois très résistant, est utilisé pour l'étrave. Entre les planches, un coton imbibé d'huile de coco renforce l'imperméabilité de l'ouvrage, puis l'ensemble est calfaté avec de la colle de requin. « 4 à 7 semaines sont nécessaires à 3 hommes pour finir l'embarcation avec ses peintures qui ira rejoindre les centaines de voiliers qui sillonnent l'archipel.
L'islam en Afrique noire apparaît avec la conquête de l'Égypte au 7e siècle, puis progresse vers le sud en Nubie. À partir de l'Arabie, dont seule la mer Rouge la sépare, l'Éthiopie côtière connaît un début d'expansion musulmane au 8e siècle, de même que la côte swahili d'Afrique orientale, à partir du golfe Persique et de l'Arabie. Une des cérémonies principales de la semaine du Maulidi est la procession solennelle au tombeau de Habib Swaleh. Autour du tombeau, les fidèles vont se réunir et attendre l'arrivée des dignitaires religieux. Au-delà des cérémonies religieuses comme cette procession, les danses des différentes tribus africaines sont généralement réprouvées et considérées comme impies, sinon comme hérétiques, par les orthodoxes. La séparation des sexes est un fait frappant et général. Quel que soit le groupe auquel elles appartiennent, les femmes sont exclues de la société masculine. Elles vivent encore aujourd'hui dans un monde clos et pour beaucoup d'entre elles, recluses dans leur maison, qui est depuis toujours leur domaine. Toute femme, dès sa puberté, se doit de porter le voile dans la rue et les endroits publics. Le voile les isole ainsi du monde extérieur et en particulier du monde masculin. Les différentes manières de porter le voile peuvent être révélatrices d'une appartenance sociale, car plus le statut de la femme est élevé, plus sa mobilité physique est réduite. Après avoir traversé la ville, la procession arrive sur la grande place de la mosquée de Riyada pour se terminer par l'hommage rendu par des chants et des danses devant la demeure du mystique Habib Swaleh.
inhabitée depuis sa mort, la maison du cheikh est un lieu de commémoration vénéré tout particulièrement ce jour-là. La veille, les croyants se rassemblent à la mosquée pour entendre des conférences qui rappellent la vie du prophète. Elles se terminent par des prières et des chants. Cette manifestation est suivie d'un repas. Puis les enfants parcourent les rues en chantant, tenant à la main des bougies qui évoquent les âmes des morts. Conjointement aux prières, on récite des maulides, c'est-à-dire des poésies panégyriques sur la vie et les vertus du prophète. Le nombre de ces maulides est considérable. Le maulid a été presque universellement reconnu par l'islam comme la plus grandiose expression du culte de Mohammed, tout en étant rejeté par l'orthodoxie. En Afrique orientale, toutes les mosquées sunnites organisent des maulidis en l'honneur du prophète durant le mois de sa naissance et les autorités des localités voisines s'arrangent pour que ces cérémonies ne se gênent pas mutuellement si leurs dates coïncident. La plus importante depuis une centaine d'années est celle du Ribat al-Riyada à Lamu, qui attire des visiteurs du Kenya, de la Tanzanie et du littoral du Mozambique. Loin de l'agitation du continent, Lamu offre un incroyable exemple de vie dans laquelle les fêtes et les rituels religieux servent de ciment social.